Ça serait bien du film historique. Salut à tous, épisode 5, les films du grenier. Cette fois-ci, on va s'attaquer à des films qui se sont prétendument vouloir être des films historiques ou des histoires de personnages dans un contexte historique. Donc fatalement, c'était des films qui avaient vocation à être des fresques. Mais finalement, les films vont être des échecs, vont être des bides, contrairement à tous les espoirs qu'on avait mis sur ces films, sur ces productions, pour pouvoir attirer le public. Alors, 3 films, tout de suite. Les films historiques qui font des bides. Premier film, en option, ce sera 2 films. En effet, vous allez comprendre pourquoi. En 1989, la France fête son bicentenaire et le cinéma ne pouvait évidemment pas échapper au fait d'adapter la Révolution française sur grand écran. C'est Robert Enrico et Richard T. Efron, 2 réalisateurs qui vont s'atteler à la tâche sur une production véritablement colossale. Tellement colossale qu'on ne fera pas un film mais 2 films, Les Années-Lumière et Les Années Terribles. Sauf que 300 millions de francs à l'époque de budget, c'est un budget colossal qu'aucune maison de production, ou plusieurs maisons de production françaises ne peut assumer. Donc on va internationaliser la production et finalement ce sera une production française, allemande, italienne, anglaise et canadienne pour assumer le budget très conséquent de cette fresque et donner évidemment un champ relativement large à cette période de l'histoire de France. Le film intégrera également un certain nombre d'acteurs internationaux et plus particulièrement européens, puisque je rappelle quand même que dans les années 80, on milite pour l'Europe. C'est finalement Klaus Maria Brandauer qui va interpréter le rôle de Danton, Andrzej Seweryn, qui est polonais, qui va interpréter le rôle de Robespierre, Jean-François Balmer aura le rôle de Louis XVI, Jane Seymour sera Marie-Antoinette, Peter Ustinov, Beaumarchais, François Cluzet, Sam Neill, Christopher Lee, et bien d'autres acteurs encore dont on connaît les noms et dont on reconnaîtra facilement les visages vont participer à cette énorme fresque qui va s'étaler quand même sur la totalité de l'œuvre, 6 heures, c'est-à-dire 360 minutes. Alors 360 minutes, même coupées en 2, c'est très difficile à exploiter. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'en règle générale, les exploitants n'aiment pas trop avoir des films qui font 2h50 ou même 3 heures, parce que c'est très difficile à rentabiliser, très difficile à exploiter. Mais là, étant donné que c'est la Révolution française, on doit quand même faire exception. Mais néanmoins, les 2 films vont quand même subir quelques cuts pour faire une durée à peu près de 2h30, 2h40 chacun, mais on gardera quand même l'intégralité pour une rediffusion à la télévision en plusieurs épisodes dans son intégralité, cette fois-ci dans les 360 minutes. 45 millions d'euros donc de budget et le film sort et on s'attend évidemment à ce que, parce que c'est le bicentenaire quand même, que le film marche. Eh bien non. Les 2 films vont littéralement s'effondrer, vont véritablement être des échecs commerciaux retentissants. Les 2 films n'accumuleront à eux deux même pas 5 millions d'euros. 5 millions d'euros pour 45 millions de budget, vous vous rendez compte que véritablement ces 2 films, Révolution française, ont finalement été, mais pas du tout intéressants pour le public français. Heureusement, les ventes internationales, les ventes en vidéo ont permis de faire rentrer un petit peu plus de recettes dans les caisses. Les 2 films subiront même une édition restaurée en 2010 dans une version coffret DVD. Depuis, je n'ai pas souvenir qu'il y a eu une édition Blu-ray qui ait été réalisée. Néanmoins, on s'attendait véritablement pour une telle œuvre, un véritable succès, et finalement, Révolution française a été un échec total. C'est certainement une des leçons que l'on peut tirer par rapport à ce genre de film, c'est-à-dire qu'on peut faire des fresques sur des moments historiques par rapport à un pays, et finalement se rendre compte que le peuple est complètement en désaffection par rapport à ce genre de film. Deuxième film, cette fois-ci ce sont 2 personnages qui vont évoluer pendant une période historique. Et cette période historique, c'est tout simplement la Révolution américaine. Le film d'ailleurs s'appelle Révolution. Il date de 1985, il a été réalisé par Hugh Hudson, et dans les rôles principaux, on retrouvait Al Pacino, Donald Sutherland, Natasha Sierkinski. Le film avait coûté à l'époque 28 millions de dollars et n'avait rapporté
que 358 000 $. Vous rendez-vous compte que pour 28 millions de dollars d'investissement, le film n'a fait que 358 000 $ de recettes. Et en plus de ça, c'est un film qui a été exploité à l'international. C'est un film, pourtant, qui n'est pas américain, qui est quand même un film britannique. Peut-être cela explique cela. À savoir quand même que pour essayer de rentabiliser l'investissement de ce film, qui finalement a été un échec commercial retentissant, Hugh Hudson a décidé en 2009 de donner une nouvelle version sous une édition DVD, Revolution Revisited, avec plusieurs scènes, presque 10 minutes de scènes qui ont été rajoutées au film, et avec le rajout également d'une voix off, celle de Al Pacino, qui d'ailleurs, de façon très surprenante d'ailleurs, a accepté de faire cette voix off, alors que Al Pacino lui-même, dans ses mémoires, avait avoué que ce film était une catastrophe ambulante, et malheureusement, le public n'a pas été dupe de ce film qui finalement eh bien, est certainement une des pires flops de films type historique, même si ce n'est pas un film totalement historique dans le sens propre du terme, puisque, je le rappelle, c'est l'évolution de deux personnages pendant cette époque historique. Alors troisième film qui a été un véritable flop en tant que film, là par contre historique, et c'est quand même un film qui n'est pas issu de n'importe qui. C'est un film d'Oliver Stone. Oliver Stone est quand même un réalisateur, quand même réputé mondialement, même si dans sa capacité à faire certains films plus ou moins sulfureux. Et pourtant, Alexandre va être un peu sulfureux. En effet, il s'agit d'Alexandre, comme je viens de le lire. C'est un film qui avait coûté presque 155 millions de $, sorti en 2004, avec dans les rôles principaux Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Jared Leto, donc une grosse distribution. Un film relativement long également, sauf que le film ne va pas dépasser les 170 millions $ de recettes. 170 millions $ de recettes pour 155, vous comprenez bien que, même si le film est rentable, amorti, plus ou moins, le film espérait faire des objectifs beaucoup plus élevés que cela. Et la raison en est simple, c'est que dès la sortie du film, le film a été extrêmement critiqué, et surtout par les puristes. Déjà, beaucoup d'historiens, beaucoup de spécialistes de cette époque ont critiqué le film de Oliver Stone parce que, accentuant un peu trop sur l'homosexualité même de Alexandre, et d'autres historiens ont également massacré le film en estimant qu'il y avait des tas d'erreurs, des tas de libertés que le réalisateur avait pris par rapport au contexte historique et par rapport au personnage, même d'après les écrits que l'on possède sur ce personnage mythique qui est Alexandre, qui d'ailleurs prendra le nom d'Alexandre le Grand. Et finalement, ce film sera finalement un échec commercial, même si, comme je le dis, le film a été amorti dans son budget initial, mais même encore aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas ce film, et beaucoup de gens sont très critiques par rapport à ce film, du fait justement de beaucoup d'ambiguïté, d'imprécision sur le contexte historique, par rapport au personnage, par rapport à ses relations, par rapport à ses ambitions, même ne serait-ce que par rapport à son caractère développé dans le film. Voilà, 3 films tendance historique, on va dire, sans être complètement historiques, qui sont des exemples qu'on peut faire des grosses productions, des grosses fresques basées sur des périodes historiques, et finalement faire des flops et faire des échecs commerciaux retentissants. Voilà, j'espère que vous avez découvert peut-être aussi ces films-là, et si ça peut vous donner aussi l'envie de les voir. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Films du Grenier.